On va parler de l'Express, aussi parler de trois hommes qui ont été associés étroitement à son aventure, Jean-Jacques Servan-Schreiber, Pierre Mendès France et François Mauriac. Oui. Pourtant, ces trois hommes semblent très dissemblables les uns des autres. Hein. Oui, ils sont très dissemblables. Enfin, ils étaient, puisque François Mauriac est mort. Oui. Alors, qu'est-ce qui les réunissait? Ce qui réunissait ce qui unissait Mendès France à Jean-Jacques Servan-Schreiber, c'est qu'il a été en quelque sorte si je puis dire, son père politique. Je pense que toute la doctrine, si je puis dire, de Servan-Schreiber et sa pensée politique a été entièrement marquée à l'origine par Mendès France. Il l'a beaucoup admiré, il est beaucoup plus jeune que lui, n'est-ce pas? Il doit avoir 20 ans de moins que lui. Enfin, il se considérait un petit peu comme son fils spirituel, disons. D'autre part, Jean-Jacques Servan-Schreiber est un homme d'action, très très vif dans l'action, et Mendès France est d'autre part est aussi un homme d'action, mais beaucoup un homme de réflexion. Et je pense qu'il a trouvé là quelqu'un qui lui apportait un stimulant, qui en particulier a fondé après tout un journal en prenant des risques, en faisant prendre des risques à son propre père pour servir sa politique. Mauriac avait un grand sens de la France, si je puis dire, et un grand désespoir parce qu'il voyait cette quatrième République conduite d'une façon assez malheureuse. Il a été heureux de trouver un journal dans lequel il pouvait écrire tout à fait librement. Ça a été la première raison pour laquelle il est venu nous retrouver. Et puis je crois qu'il a beaucoup admiré Mendès France pendant toute la période où Mendès France a été au pouvoir, et qu'il a pensé que c'était vraiment une politique salutaire pour la France, et qu'il aurait souhaité que ça dure. Et ensuite se sont noués tout simplement des rapports d'amitié, d'estime. Enfin, Mauriac était un homme beaucoup plus âgé que nous tous, mais qui était d'une grande jeunesse de cœur et d'esprit, qui était heureux, je crois, avec nous. L'Express connaît un succès impressionnant. Quelles sont, selon vous, les conditions du succès pour un hebdomadaire? C'est difficile de vous dire ça. Vous savez, je crois qu'un journal ne peut pas être en avant de 3 pas, ni de 4 pas. Vous n'avez pas des succès posthumes avec un journal, ni même, je dirais, à 3 mois ou à 4 mois près. Vous ne vous dites jamais dans la vie, tiens, il y a 4 mois, ce journal m'a dit ça, je n'étais pas d'accord, et après tout, ils avaient raison. Donc, vous pouvez être en avant un peu. Mais en vérité, un journal est un catalyseur. Je crois qu'il réussit quand il regroupe, quand il catalyse, je ne trouve pas de meilleur mot, des opinions, quand il cristallise, disons, des choses qui sont dans l'air, des mouvements d'idées, des mouvements du cœur, des mouvements de l'esprit, que tout ça est dispersé comme ça un peu partout. Et tout d'un coup, un journal en fait un bouquet, et les gens qui le lisent s'y retrouvent. Ceux qui ont émis les idées les retrouvent écrites, et grâce à ça, ces idées évoluent, parce que tant qu'elles n'ont pas été jetées au feu, tant qu'elles n'ont pas été soumises au public, les idées ne bougent pas, comme vous savez. Puis tout d'un coup, le public réagit, il y a un mouvement dialectique qui s'opère, et voilà, c'est comme ça qu'un journal réussit. Mais vu de l'extérieur, on a le sentiment que l'Express a subi une triple évolution. Commerciale d'abord, politique ensuite, et même, je dirais, journalistique, si je pense au style. Est-ce que c'est exact comme jugement? Écoutez, en 20 ans, je pense que le journal a évolué comme la France a évolué, comme la société a évolué, incontestablement. Si vous regardiez maintenant l'Express d'il y a 20 ans, vous ne pourriez pas le lire. D'abord parce qu'il a été terriblement copié. Et puis parce que ce qui vous paraissait original à l'époque ne vous paraîtrait plus du tout original aujourd'hui, mais au contraire terriblement dépassé. Mais on se demande en le lisant aujourd'hui si, face aux mêmes événements, vous auriez les mêmes positions. Oh, certainement, oui. Est-ce que vous avez le sentiment d'être aussi, comment dirais-je, aussi piaffant dans ce journal que vous l'étiez au début? Aussi piaffant, je crois que si une situation analogue à celle dans laquelle ce journal a été créé se produisait, nous le serions certainement. Mais nous ne sommes pas en guerre, n'est-ce pas? Et nous étions, d'une part, avec la guerre d'Indochine, et surtout avec la guerre d'Algérie, qui a été pratiquement une guerre civile en France. Alors nous ne sommes pas en situation de guerre civile, Dieu merci. La nature des combats qui existent en France ne justifie pas
une telle violence ou une telle flamme. Je crois que c'est ça qui est différent. Mais imaginez que demain nous nous trouvions dans une situation analogue, je crois qu'il n'y aurait même pas de question. L'Express serait toujours Ah un oui, instrument de certainement, combat. sans aucun doute. Aussi longtemps que Jean-Jacques Servan-Schreiber et moi-même en sommes responsables, lui en est de surcroît l'actionnaire majoritaire, moi il ne m'appartient pas du tout. Nous ne sommes donc pas dans la même situation à cet égard, mais nous sommes d'accord sur ce qu'il faut en faire. Mais Justement, le succès commercial n'impose-t-il pas une forme de sagesse? Non, pas du tout. Ça, c'est tout à fait faux de le croire. Et je crois que chaque fois qu'on le croit, on détruit le succès de son journal. Absolument. N'est-ce pas? Ce que ça change, je crois que ce qu'il faut bien voir, c'est que quand vous parlez à 50 000 personnes ou à 100 000 personnes, vous pouvez vous dire, je parle à des gens qui sont d'accord avec moi et qui vont être contents parce que je vais leur répéter une fois de plus ce qui leur fait plaisir d'entendre. Bon, ça cesse d'être vrai quand vous avez une très grande audience. L'Express doit avoir aujourd'hui, non pas comme diffusion, mais comme nombre de lecteurs, l'Express doit avoir aujourd'hui 3 200 000 lecteurs. À partir de ce moment-là, il n'est pas question de faire plaisir à tout le monde. Alors ce qui peut changer, c'est le ton avec lequel vous vous adressez aux gens, de façon à être reçus, même s'ils ne sont pas d'accord avec vous. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. à partir de ce chiffre-là, est-ce qu'on n'est pas obligé de trouver une sorte de langage moyen de façon à ne mécontenter personne? C'est pas du tout. Enfin, jamais personne à l'Express. Vous pouvez interroger tous les gens qui travaillent ou qui ont travaillé à l'Express. On ne leur a jamais dit « Ah, surtout ne dites pas ça, ah, attention au lecteur ». Le lecteur de l'Express, c'est moi. C'est pas le lecteur. Pour le journaliste qui écrit, je lui demande d'écrire pour moi. Alors si moi ça me fait hurler, ou si moi ça me choque, alors bon, je le refuse, mais ce n'est pas facile de me choquer. L'Express, Sinon avec une mauvaise excuse-moi. syntaxe, pardon. Non, je vous en prie. Je voulais dire, l'Express est lié, semble-t-il, au destin politique d'un homme, de Jean-Jacques Servan-Schreiber, et d'un mouvement, celui des réformateurs. Lié à un destin, non. Je veux dire, Jean-Jacques Servan-Schreiber peut très bien, je ne souhaite pas, mais Nous ne enfin, il disons peut pas très qu'il a bien un se destin, faire mais- battre demain à plate couture aux élections, ça ne changera rien au destin de l'Express. Disons que l'Express est à certains égards une plateforme, non? Certainement, pour des idées politiques Mais essentiellement. Est-ce Et qu'il je n'y a trouve pas que là, Jean-Jacques Servan-Schreiber les incarne en ce moment. est-ce qu'il n'y a pas là un certain danger pour un journal, Peut-être. quant à sa crédibilité? Sa crédibilité, pas du tout. Je crois que c'est dangereux si c'est dissimulé. Mais enfin, tous les journaux défendent quelque chose. Si un journal vous dit qu'il est objectif et qu'il ne défend rien, ou bien il n'a pas de lecteur, ce qui est souvent le cas des journaux qui prétendent qu'ils ne défendent rien d'ailleurs, ou bien il ment. N'est-ce pas? Il n'y a pas de journal qui n'ait pas une position politique. Je n'en connais pas, personnellement. Mais admettons que Jean-Jacques Servan-Schreiber défende une thèse, il a défendu par exemple celle du Concorde, mais admettons qu'il défende une thèse politique à laquelle vous, en tant que directrice de l'Express, ou les journalistes de l'Express sont opposés. Vous le diriez dans le journal? Ah, certainement. Certainement, ça ne fait pas de doute. Ce n'est pas possible autrement. Il faut qu'il y ait un minimum de consentement. Je ne vous dis pas de tous les journalistes de l'Express, n'est-ce pas? L'Express a aujourd'hui emploie 600 personnes. Pas 600 journalistes, mais 600 personnes. Et tout à fait exclu les 600 personnes qui ne passent pas des examens idéologiques avant d'être engagées. Il est exclu qu'elles soient d'accord. Il y a certainement à l'Express, y compris dans la rédaction, des gens qui n'adhèrent pas aux idées politiques de Jean-Jacques Servan-Schreiber. Mais c'est à eux de choisir. Ils savent dans quel journal ils travaillent. Rien ne leur est imposé. S'ils veulent s'en aller, ils peuvent s'en aller. S'ils disent, ils savent où ils sont venus. C'est un journal qui n'a pas changé sur le fond depuis 20 ans. S'ils y viennent, c'est qu'ils considèrent que, même s'ils ne sont pas d'accord avec tout, ils ne sont pas en désaccord fondamental avec les options fondamentales. La presse, peut-être maintenant en général. Vous citez dans votre livre une phrase de Mauriac que Claude Rassinta et moi-même trouvons assez étonnante et assez séduisante. Cette phrase dit « Je doute qu'il existe pour la presse un crime d'indiscrétion, mais il existe un crime de silence. Oui. » Et c'est-à-dire que la presse a le droit de tout dire et de tout montrer. Tout dire et tout montrer, ça dépend dans quel domaine. Mais c'est difficile de parler d'une façon abstraite. Il faudrait prendre des exemples concrets, n'est-ce pas? Est-ce que la presse américaine a bien fait de sortir les dossiers du Pentagone? Je dirais oui. Vous les auriez sortis dans Certainement. L'Express a sorti, à l'époque de la guerre d'Indochine, le rapport Ellis-Salan. C'est d'ailleurs comme ça que nous avons été saisis, sans aucun doute. Alors il y a des choses... Vous savez qu'en Angleterre, dans des circonstances très dramatiques, le Premier ministre convoque à la fois le chef de l'opposition et les directeurs de journaux et leur dit, voilà, je vous livre cette information. Est-ce que vous pensez que dans l'intérêt du pays, il faut
la sortir ou ne pas la sortir. Je peux imaginer des cas extrêmes où des gens se mettent d'accord pour ne pas sortir une information, mais à condition que ce soit à la fois très grave et pris de cette manière-là. C'est-à-dire, je ne peux pas imaginer qu'un gouvernement, lui, décide de censurer des informations. Je peux imaginer que l'ensemble des gens d'un pays, y compris les chefs de l'opposition, y compris les directeurs de journaux, se consultant, prennent cette décision. Mais vous ne reconnaissez pas qu'il y a parfois l'intérêt supérieur de l'État qui doit tout primer, même l'information? Je voudrais être sûr que c'est l'intérêt supérieur de l'État et pas d'un gouvernement déterminé. C'est ce que je vous disais. Si c'est vraiment l'intérêt supérieur de l'État, alors en effet, la question peut se poser. Et vous êtes trouvé parfois dans une telle situation à vous poser la question de savoir s'il fallait ou non garder le silence? Je ne me souviens pas que cette question se soit posée d'une façon dramatique, non. En plus, n'est-ce pas, tout dépend de la façon dont l'information est donnée. Dans un pays où l'information n'est pas donnée par le gouvernement, où elle est faussée très souvent, où elle est, je dirais pas censurée, parce que c'est beaucoup plus subtil que ça, alors le rôle de la presse, c'est bien évidemment de rompre avec cette censure. Je crois que rien n'est pire que la censure. Ou alors, il faut décider qu'on ne vit pas en démocratie. On peut très bien penser qu'à certains niveaux du développement d'un pays, la démocratie n'est pas possible. Je ne sais pas ce que je vous dirais si j'étais en ce moment dans un pays d'Afrique ou d'Asie où les gens ne sont peut-être pas en état de recevoir les informations. Peut-être ils le sont, je ne sais pas. En tout cas, la question peut se discuter. Mais dans un pays développé, en France, dans le pays où nous sommes en ce moment, en Suisse, en Allemagne, en Italie, en Angleterre, en Amérique, dans les pays scandinaves, ça me paraît tout à fait extraordinaire que l'on méprise les gens au point de croire qu'ils ne peuvent pas recevoir l'information que vous leur donnez. Mais en France, la question d'ailleurs pourrait se poser pour la Suisse ou pour d'autres pays, mais en France, est-ce que les pressions du pouvoir politique ou les pressions des milieux financiers sont si importantes qu'ils puissent amener un journal ou un hebdomadaire à garder le silence? Oh bien, incontestablement. Incontestablement, les pressions politiques sont subtiles, je dirais. Elles jouent de deux manières. D'abord, il y a des gens qui sont d'accord avec le pouvoir, et puis il y a des gens qui n'aiment pas être en désaccord avec le pouvoir. Et puis il y a toute cette petite corruption extrêmement, je disais, subtile et sournoise qui consiste à se mettre bien avec les gens qui font les journaux. Et vous savez, une fois que vous avez commencé à fréquenter des gens, à les rencontrer à dîner, à les voir à la chasse, ça devient très difficile d'écrire sur eux des choses qui leur sont désagréables. C'est délicat, ils deviennent vos amis. Et d'un autre côté, quand on est journaliste, on est bien obligé de fréquenter les gens qui sont au pouvoir. C'est donc difficile, là, de garder sa distance. C'est une première forme de pression qui est, à mon avis, tout à fait considérable, peut-être la plus forte. Les milieux financiers, non, les pressions financières, elles peuvent exister au niveau de la publicité, mais pas sur les journaux puissants, je dois dire. Pour une raison simple, c'est que la source de la publicité, prenons l'Express ou Le Monde ou Le Figaro, qui sont probablement les trois journaux les plus importants en France, sont des journaux dont la publicité est donnée par des annonceurs assez nombreux, pour qu'il soit tout à fait possible, à supposer que l'un d'eux veuille faire pression, de lui dire « Eh bien, nous nous moquons de votre publicité, gardez-la ». Ce qu'on ne peut pas faire quand on est un journal faible. Dans votre livre, vous semblez assez sévère à l'égard de la presse française. Et des journalistes. Je suis sévère surtout à l'égard de la presse française telle qu'elle existait, je dois dire, il y a 20 ans. Et même aujourd'hui, enfin sévère, c'est toujours assez désagréable de dire du mal des gens qui font le même métier que vous. Je n'en dirais pas vraiment du mal. Je crois qu'il est arrivé à la presse française plusieurs choses. L'une est que, à cause de la barrière de la langue, elle a été protégée de la concurrence étrangère, ce qui n'a pas été le cas de l'industrie. C'est pour ça que l'industrie française s'est développée, que la France s'est développée depuis la guerre et a eu à affronter le marché commun et toutes sortes de choses. La presse est protégée. Elle a été protégée, elle n'a donc rien changé à ses méthodes, je dirais presque jusqu'à aujourd'hui. Ce qui n'est pas possible. Vous ne pouvez pas aujourd'hui continuer à faire quoi que ce soit, pas seulement des journaux, comme on le faisait il y a 30 ans ou il y a 50 ans. C'est impossible. C'est une des raisons pour lesquelles la presse française, je crois, n'est pas en très bonne situation. D'autre part, c'est vrai que tout le monde en France dépend terriblement de l'État et qu'il y a en plus une tentation française qui consiste à demander encore plus à l'État et à se transformer en fonctionnaire.
La sécurité de l'emploi, je ne dis pas que ça n'est pas très important, il me semble bizarre de la chercher dans le journalisme. Si on est quelqu'un qui veut la sécurité de l'emploi, il me semble qu'il vaut mieux chercher à être fonctionnaire. Et je suis en effet un peu inquiète d'une certaine tendance des journalistes français à vouloir avant tout la sécurité, à vouloir avant tout être protégés. Et s'ils sont protégés, ils le seront, mais ils le seront par l'État. Alors ils ne feront plus de journalisme, ils feront la Pravda. Moi, je n'ai pas envie de faire la Pravda. Il n'y aura plus de liberté de presse. Non, ça pourrait fort bien arriver, qu'il y en ait de moins en moins. La liberté existe aujourd'hui. La liberté de la presse écrite existe, oui, mais pas la liberté de la télévision. C'est déjà très important. La télévision appartient à l'État. Justement, compte tenu du développement des moyens d'information audiovisuels, et Oui. notamment de la télévision dans tous les pays, est-ce que vous êtes inquiète pour l'avenir de la presse? Écoutez, je crois que la presse changera essentiellement. Je veux dire, la presse restera et beaucoup de journaux disparaîtront. Ça, j'en suis persuadée. Mais ce sera d'autres journaux. Des journaux faits différemment, des journaux dont les gens et les dirigeants s'apercevront que la télévision existe. Il y a très peu de temps que les Français s'en sont aperçus, par exemple. Ils s'apercevront que la radio existe. Ils feront donc des journaux différents. Et ils feront des journaux qui s'adresseront probablement aussi à des groupes plus restreints. C'est assez impressionnant d'apprendre, vous le savez probablement, que Life a disparu depuis vendredi aux États-unis. Je crois que... Life tirait à plusieurs millions d'exemplaires encore, 6 millions. Oui, mais comme vous savez, ça n'est pas le tirage. C'est la publicité. C'est compliqué. C'est-à-dire que plus vous tirez, puisque, n'est-ce pas, un journal se vend toujours au-dessous de son prix de revient. Donc plus vous tirez, plus vous perdez d'argent. Ce qui comble ce déficit, c'est la publicité. Et la publicité n'accepte pas d'augmenter ses prix indéfiniment au fur et à mesure de l'augmentation du tirage, parce qu'à ce moment-là, les annonceurs ont davantage d'intérêt à passer à la télévision. C'est ce qui est arrivé à Live, c'est ce qui est arrivé à Look, c'est ce qui est arrivé au Saturday Evening Post. Et justement, la compétition devient de plus en plus difficile. Est-ce qu'on peut craindre que les journaux se fassent de plus en plus en fonction d'impératifs commerciaux et non pas, j'allais dire, idéologiques? Je crois que les impératifs commerciaux ont toujours existé. Autrement dit, il faut qu'un journal soit rentable. Sans ça, il est payé par quelqu'un. Alors, il est payé par quelqu'un qui a intérêt à ce que ce journal existe, qui peut être un pays étranger, qui peut être un parti politique, mais personne n'a aujourd'hui vraiment les moyens de subventionner un journal. C'est caractéristique en France que la presse communiste n'existe pratiquement plus. Pourtant, le Parti communiste est puissant. Mais ils ne peuvent, comme leurs journaux ne sont pas bons et comme les gens ne les achètent pas, personne ne peut se permettre de subventionner des journaux. Donc, il y a un impératif commercial qui consiste à équilibrer les dépenses et les recettes de votre journal. Mais vous pouvez le faire avec 40 000 lecteurs, aussi bien qu'avec 1 million de lecteurs. Il faut que les gens apprennent que la gestion, ça existe aussi dans la presse. Et ça, les Français ne le savent pas beaucoup non plus. Enfin, presse, radio, télévision, on entend souvent dire que aujourd'hui, le citoyen est surinformé, qu'il est soumis à un bombardement néfaste. Vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. Tout à fait, parce qu'il ne resitue plus ces informations dans un contexte qui lui permette de la comprendre, que les choses ne sont pas hiérarchisées, tout arrive au même niveau. Vous avez certainement vu dans votre vie un ticket, n'est-ce pas, sur quoi tombent les dépêches d'agence. Eh bien, on vous met exactement sur le même plan. Tout à l'heure, vous pouvez avoir une dépêche qui tombe en disant « Le président Mao Tse-tung est mort, il y a eu un accident d'auto dans le canton de Vaud qui a fait un blessé, Madame X a eu des triplés, une bombe atomique a éclaté je ne sais où. » N'est-ce pas, c'est la même chose. C'est écrit dans le même caractère, ça tombe de la même manière. Alors, je crois que les gens, ils ne les reçoivent pas à ce point-là, parce que tout de même, les informations ne sont pas données comme ça. Mais il y a une espèce de confusion fantastique qui se produit dans l'esprit du lecteur. Vous-même, vous participez de cette surinformation? Eh bien, nous essayons précisément, au contraire, de parer à cette surinformation en hiérarchisant nous-mêmes les informations, puisque nous en sélectionnons un certain nombre et que tout le reste tombe. Dans l'idéal, bien entendu, personne ne fait le journal idéal, et nous ne le faisons pas non plus, malheureusement. Mais enfin, dans l'idéal, nous nous disons, quelqu'un qui lit l'Express est au courant de tout ce qu'il doit savoir. Rien d'important ne lui échappe. Mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas du tout importantes et qui, Dieu merci, ne sont pas dans l'Express. Vous savez, quelqu'un raconte l'histoire de cet écolier anglais à qui on demandait de faire une dissertation sur un livre qui était au programme relatif aux pingouins, et qui répond dans sa dissertation « Ce livre m'a appris sur les pingouins beaucoup plus de choses que je n'ai besoin d'en savoir ».
eh bien, j'ai le sentiment que la plupart des gens qui lisent les journaux, qui regardent la télévision, qui écoutent la radio, apprennent beaucoup plus de choses qu'ils n'ont besoin d'en savoir.